je vais vous expliquer comment l'infirmier ou l'infirmière peut vous aider dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Donc, par contre, je ne peux pas défiler les diapos. Il faudra le faire pour moi. Donc, on va parler des différents infirmiers. Donc, il y a les infirmiers en soins généraux qu'on rencontre dans les services de soins, donc quand vous arrivez à l'hôpital en soins intensifs, dans les services de médecine, de cardiologie, ou bien dans les soins de suite et de réadaptation où on fait donc justement la réadaptation cardiaque. Donc, il y a une évaluation de l'état de santé, on analyse la situation des soins, on essaie de planifier et de concevoir les projets de soins personnalisés à chaque personne. On dispense les soins, que ce soit en prévention, que ce soit curatif ou même palliatif. Et on réalise l'éducation thérapeutique et l'accompagnement des patients dans les soins. On peut passer la diapo. Alors, après, on a les infirmiers de protocole de coopération. Donc, ce sont des infirmiers qui sont en cardiologie, existent depuis fin 2019. Donc là, c'était vraiment le but de prendre en charge des patients pour coller au mieux aux recommandations de la Société française et européenne de cardiologie. Le but, c'est d'optimiser et de titrer les traitements tous les 15 jours, donc en fait de rencontrer l'infirmier tous les 15 jours pour soit augmenter, diminuer ou évaluer l'efficacité du traitement, faciliter la prise en charge en ambulatoire avec la télésurveillance dont le docteur Chaki a parlé tout à l'heure, limiter les passages au service d'urgence pour avoir des prises en charge plus directement avec l'infirmier, diminuer les hospitalisations, améliorer la qualité de vie, coordonner les actions en cas d'alerte, en cas d'aggravation de l'état de santé. Et c'est une offre complémentaire de soins et c'est surtout une coordination. Ça permet de faire un lien avec la ville et l'hôpital. On peut passer à la suivante. Alors, on a aussi les infirmiers d'éducation thérapeutique. Donc, ils peuvent être soit en libéral, soit dans les hôpitaux. Donc, généralement, ce sont des infirmiers qui sont formés vraiment à l'éducation thérapeutique, où on va travailler en partenariat entre le patient et l'infirmier. Ça peut se faire en groupe ou en individuel, suivant ce qu'on veut apporter au patient et ce que le patient a besoin. C'est surtout ça le principal. Et c'est surtout pluridisciplinaire. Donc, il n'y aura pas que des infirmiers. On va faire intervenir les kinés, les psychologues. On peut faire intervenir aussi peut-être l'assistante sociale du moment que la personne est formée aux 40 heures d'éducation thérapeutique. Le but, c'est de rendre le patient autonome, de faciliter l'adhésion au traitement et puis aussi s'adapter au changement de mode de vie. Toujours le but principal, c'est quand même d'améliorer la qualité de vie et d'acquérir et de maintenir les compétences. Donc en fait, quand on parle de compétences, c'est continuer à faire son suivi régulièrement, savoir bien prendre son poids, surveiller sa tension, ces choses-là. On peut passer à la suite. Ensuite, on a les infirmiers ASALE. Donc, ASALE, en fait, ça veut dire Action de santé libérale en équipe. Donc, ce sont des infirmiers qui travaillent en lien avec les infirmiers, avec les médecins généralistes. Généralement, c'est au sein d'un cabinet et ils vont prendre en charge des patients qu'on appelle chroniques. Donc, ils peuvent être atteints de diabète, qui ont des risques cardiovasculaires, troubles de la mémoire, la BPCO et le sevrage tabagique. Donc là, je n'ai pas de chiffres plus récents. Donc, il y aurait 43 équipes dans le Grand Est, 50 infirmiers et 222 médecins généraux qui travaillent au sein des maisons où on peut trouver des infirmiers ASALE. Ensuite, il y a les infirmiers libéraux qui peuvent être aidés avec Prado. Donc, soit ils interviennent au sein de Prado. Prado, c'est un programme qui est proposé par la CPAM. Donc, c'est le programme de retour à domicile. Donc, on le propose durant l'hospitalisation. Donc, le patient rentre pour une décompensation cardiaque. On prévoit la sortie. Donc, le patient rencontre un agent de la sécurité sociale qui va pouvoir mettre en place un suivi coordonné pour les patients. Donc, ça veut dire rencontrer le médecin traitant, les infirmiers qui vont pouvoir passer plusieurs fois par semaine ou une fois par semaine. C'est vraiment pour créer un lien ville-hôpital et que les patients ne soient pas laissés seuls dehors au début pour de la prise en charge. On peut passer la diapo. Donc, les infirmiers libéraux, généralement, passent de façon hebdomadaire les 2 premiers mois, puis une fois par mois, du 3e au 6e mois. Donc, le suivi Prado est renouvelable, donc c'est pour 2 ou 3 mois et c'est renouvelable. Les infirmiers vont aussi aider à renforcer les connaissances du patient, surveiller les paramètres, vérifier l'état du patient de santé et surtout alerter s'il y a une prise de poids, s'il y a l'apparition d'œdème.
de fatigue ou même d'essoufflement, comme on a vu les 4 signes tout à l'heure. On peut passer à la DP. Et donc, les infirmiers en pratique avancée, donc, dont je fais partie, donc on permet de faire le suivi des patients stabilisés. Donc, on peut travailler soit en libéral, soit au sein d'un hôpital. Donc, en ce qui me concerne, je travaille sur le CHR. Donc, on a une partie notre objectif, c'est vraiment de faire le suivi en ambulatoire des patients. On va pouvoir prescrire des examens complémentaires, renforcer le lien avec la ville quand on travaille à l'hôpital et inversement, diminuer le nombre et la durée d'hospitalisation, surtout améliorer la qualité de vie, toujours dans le but de diminuer la mortalité. On va travailler aussi pour améliorer les pratiques professionnelles donc, avec nos collègues pour qu'on puisse apporter le plus de choses aux patients et faire de la recherche aussi en sciences infirmières. Donc au CHR, alors c'était en CHR, la pratique, comme nous on fonctionne sur les deux hôpitaux, donc je consulte les lundis, mardis, mercredis, jeudi sur les 2 sites. Je prends uniquement des patients en charge, des patients stabilisés. Donc je vais voir le mode de vie, je vais aider la famille. Donc j'ai souvent les familles qui viennent avec en consultation. Je fais de la prévention, donc je vais parler de tout ce qui est vaccination. Je ne peux pas les prescrire, mais je peux toujours au moins en parler et expliquer pourquoi faire la vaccination contre la grippe, le Covid, le pneumocoque. Faire de l'éducation thérapeutique, repérer les fragilités et les troubles amnésiques, l'état nutritionnel, pour pouvoir envoyer le patient chez une diététicienne, chez une psychologue ou même voir un autre médecin, un gériatre s'il y a besoin. Dépister les facteurs de risque comme le tabac, l'hypercholestérolémie, toujours évaluer la qualité de vie. Et je peux également titrer donc, les traitements, je renouvelle les ordonnances. Donc, pareil comme les infirmières de coordination, je vais pouvoir voir les patients augmenter, ajuster les traitements et si besoin, modifier les traitements, arrêter, mais je ne peux pas faire de nouvelles prescriptions. Donc ça dure en 40-45 minutes suivant les patients. Voilà, merci pour votre attention. Et je crois que c'est terminé. Merci Céline pour cette présentation. Ouais. Donc, j'ai repéré quelques questions là sur le chat. Donc, une question sur est-ce qu'une cardiopathie hypertrophique peut être une cause d'insuffisance cardiaque? Peut-être je vais laisser docteur Kenizou répondre et peut-être revenir sur les causes d'insuffisance cardiaque. Problème. Alors, une cardiopathie hypertrophique, oui. On a vu qu'il y avait des maladies donc, qui aboutissaient à un mauvais fonctionnement de la pompe cardiaque. Il y a des fois, c'est parce que le muscle est trop faible, il a du mal à se contracter, et donc du coup, il se vide mal. Inversement, on a aussi des maladies où le cœur est trop épais, et là, son problème, c'est pour se remplir. Et pour bien se vider, il faut d'abord bien se remplir. Donc, dans ce type de maladie, ça génère aussi des baisses du débit cardiaque au final parce que le cœur se remplit moins bien et donc se vide moins bien. Alors après, pour toutes les causes de maladies cardiaques, il y en a quand même tout un paquet, mais je vais juste donner les principales. Les principales, c'est quand même les maladies des artères du cœur, les maladies des coronaires qui aboutissent à des infarctus. Un infarctus, c'est une partie du muscle qui ne se contracte plus, qui est morte dans sa fonctionnalité parce que une artère qui nourrit le cœur s'est bouchée et cette partie du cœur donc n'a plus reçu de sang, se contracte mal. Donc ça aboutit directement à une baisse de contraction du cœur. Ça, c'est presque 50% en tout cas en France, des maladies cardiaques. Après, il y a des problèmes de valves. Vous savez que dans un cœur, comme dans toutes les pompes, pour que le flux aille dans un sens unique, il faut qu'il y ait des valves qui s'ouvrent, qui se ferment pour que le sang aille bien dans un même sens. Ces valves, parfois, peuvent être trop rétrécies ou parfois fuient de trop. Ça, c'est une deuxième cause d'inefficacité cardiaque très importante. Après, il y a une troisième cause qui est de plus en plus importante, c'est des cœurs qui sont pour des raisons génétiques, des maladies diverses et variées, soit trop épais, soit trop dilatés, des muscles qui se détériorent parce qu'ils sont de mauvaise qualité sur le plan génétique. Après, il peut y avoir tout un tas d'autres causes,
des maladies comme l'hypertension, pas assez traitées, qui au fil des années finissent par aussi détériorer le cœur. On a aussi d'autres maladies comme des infections du cœur, des myocardites, qui peuvent aussi détériorer la fonction cardiaque. Je vous passerai toutes les autres parce que ça ferait catalogue, mais ce qu'il faut retenir, c'est que toute maladie qui aboutit à la détérioration de la contraction du cœur et à son remplissage aboutissent au final à de l'insuffisance cardiaque. Et on arrive à une même et unique maladie alors qu'on peut venir de plein d'origines différentes. Merci David. J'en rajouterai une, c'est l'alcool, hein, malheureusement. Ah, oui. Je me permets, pour faire mon petit rôle de moralisatrice, j'ai toujours bien aimé ça depuis petite, hein, mais malheureusement, l'alcool, c'est très connu que ça abîme le foie, le cerveau, etc. Mais ça a un effet toxique direct sur le cœur aussi, et c'est une grande cause d'insuffisance cardiaque. Heureusement, par contre, contrairement à d'autres causes, elle est réversible. Donc, c'est quand même la bonne nouvelle. Si vous êtes alcoolique et que vous avez une insuffisance cardiaque, bien souvent, en arrêtant de consommer de l'alcool, ça va récupérer. Donc, c'est plutôt bien.